Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Aujourd'hui, nous sommes avec Walid Nou qui va m'accompagner pour poser des questions à Sébastien Lafargue, fondateur de la marque Seba, aujourd'hui FR Skate. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Sébastien, c'est un plaisir pour nous de t'interviewer et pour moi en particulier, puisqu'on a vécu en fait pas mal de choses dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Que ça soit aussi bien sur, on va en parler, le slalom, mais aussi on a fait du street, etc. Donc en fait, une histoire finalement assez riche. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as commencé le roller en fait ? Alors, j'ai commencé le roller un peu par hasard. Moi, j'habitais dans le 13e, dans une grande tour. Il y avait donc c'était un peu comme des logements sociaux, quoi. Et donc, on avait, il y a une voisine qui était, il me semble, je crois, oui, elle était à l'école avec mon grand frère et qui a commencé à nous proposer de faire du roller avec. Je devais avoir, je sais pas, 5, 6, 7 ans peut-être. J'arrive pas à me souvenir exactement de la date, mais... Et du coup, on a récupéré une vieille paire de patins à roulettes en métal, où on mettait juste les chaussures avec les lanières, on fermait les lanières, et puis du coup, on allait au square à côté, le parc de Choisy, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent peut-être, dans le 13e. Et on allait en faire là avec mon frère et avec elle, donc c'était un peu laborieux. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers pas en patin. Et ensuite, c'est mes grands-parents qui m'ont acheté une paire de rollers, donc ça devait être des Ollie, un truc comme ça, vert fluo. C'était un peu nouveau parce qu'à l'époque, on avait vraiment au début les patins à roulettes, il n'y avait pas de chaussures montées dessus. Et donc, en gros, on appelait ça, après, on appelait peut-être pas ça encore des quads, mais au bout d'un moment, on appelait ça des patins à roulettes, et d'un coup, ça devenait, c'est des rollers. Donc, le nom roller, pour nous, c'était vraiment lié à la chaussure attachée au patin. Donc, on achetait, donc j'ai eu ma première paire de rollers, donc quand j'étais, pareil, petit, peut-être quelques années après, 7, 8, 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, après, j'en faisais donc chez mes grands-parents, autour des places de marché, des choses comme ça, pour apprendre. Ensuite, ça s'est un petit peu arrêté, parce que les patins sont devenus trop petits, et puis j'en ai pas eu d'autres. Et, donc, tu as arrêté pendant une période de temps ? Oui, j'ai arrêté parce que j'avais plus de patins. En fait, comme les enfants, les pieds grandissent, etc. Et puis nous, on n'était pas vraiment, on n'avait pas trop d'argent du tout non plus. Donc, quand tu avais un cadeau, on ne renouvelait pas les patins à chaque. Et j'en faisais pour m'amuser. Donc voilà. Donc après, il y avait des paires de patins qui se passaient de frère en frère. Et puis moi, j'ai eu la chance d'en avoir une à moi. Et du coup, j'ai arrêté pendant un certain temps. Et quand je suis entré au collège, donc arrivé en 6e, j'ai rencontré Jérôme Spanu. Je ne sais pas si tu te souviens de lui. Oui, très bien. Pareil, je pense que oui, parce que tu l'as pas mal côtoyé aussi. Ouais. Et donc, on était au collège ensemble. Et donc, du coup, il venait en roller, on habitait à côté. Et parce que moi, j'ai déménagé, j'ai déménagé au moment d'entrer au collège. Et du coup, je me suis retrouvé à habiter à quelques rues de chez lui. Et donc, à un moment donné, lui, il commençait à venir en roller de chez lui au collège. Et donc, il a commencé à dire « Ah, tu devrais essayer de faire du roller ». Du coup, j'ai récupéré la vieille paire en question vert fluo. Et donc, on a démonté les platines et je suis allé à Waysurf à l'époque, du coup, pour acheter une paire de chaussures. Et quand elle a été montée, du coup, sur cette... donc, je me souviens, c'est ma grand-mère qui m'avait emmené là-bas. C'était un peu l'aventure. Qu'est-ce que c'est, un magasin de roller ? Je ne connaissais pas. Ça t'a fait... La première fois qu'on va chez Waysurf avec tout ce matériel aussi. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant parce que surtout c'était Eric à l'époque en fait qui m'avait, si je me rappelle bien, qui m'avait monté ma paire. Donc j'étais un tout petit enfant et puis lui il était là sur de lui. Alors tu fais ça, tu fais ci comme ça. J'étais un peu quand même impressionné. Et du coup il m'a monté ma paire. Donc j'avais dû racheter il vendait des chaussures justement pour mettre sur les quads. Donc il avait dû me dire c'est quoi ces platines. Et puis moi comme
j'étais avec ma grand-mère, on n'avait pas vraiment d'argent, donc on avait à peine l'argent pour acheter la paire de chaussures, mais on n'aurait pas pu investir dans une paire complète, quoi. Donc du coup, j'ai commencé comme ça. Et du coup, la paire a été montée et j'ai réussi avec cette paire à commencer à aller du coup au collège, faire des trajets comme ça, aller-retour, quoi. Donc déplacement urbain au départ. Mais... Voilà, c'est ça. Et puis après le week-end, donc du coup, comme on allait au collège, donc on se revoyait donc autour du pâté de maison. Et puis bien sûr, les parents, c'était vous n'avez pas le droit d'aller plus loin que la rue là, vous traversez pas la rue, etc. D'accord, oui. Et puis on s'est retrouvés à partir petit à petit. On commence par le pâté de maison. En plus, après, on traverse la rue. Bon, les parents sont pas là, on en profite, on traverse la rue, on va voir les rues d'après. Après, on change de quartier, après, on change d'arrondissement. Et puis, ça nous a amené, en premier, on allait vers Ivry, donc ça nous a amené à Boutroux. À la rampe. À la rampe. Et du coup, on a vu, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, la rampe. On a commencé à essayer de la rampe, quoi. Donc après, on a commencé, du coup, à Vitry, il y avait une rampe à l'époque. Je ne sais même plus où elle était. Je ne sais même pas si elle existe encore, je pense que non. Et du coup, il me semble qu'elle était dans le quartier, là où on est en ce moment. Et du coup, on a commencé à essayer tout seul, du coup, à se jeter du haut de la rampe. Vraiment, c'était, je me souviens, les premiers pas de rampe, c'est quand on arrivait, on essayait donc en bas, après on monte, et après, d'un coup, on se jette, quoi. Et donc, on se fait une grosse gamelle dès le début, parce bien sûr, on ne sait pas faire, donc on pense qu'on se met tout droit, on met le talon sur la rampe, et puis on se retrouve le dos par terre, tout de suite, quoi. Donc, du coup... Vous n'avez jamais croisé Taïg je m'en souviens pas. Parce qu'à l'époque, il était un peu plus grand que nous et il allait souvent à Boutroux, je crois. Du coup, à Boutroux, donc nous on était d'abord, parce qu'on avait vu les gars comme ça. Après, on a commencé à venir à Boutroux. Donc à Boutroux, on a rencontré donc les stars locales, on va dire. J'ai oublié leur nom, mais puis il y en a un qui avait des lunettes, qui était assez connu, un autre, j'ai oublié leur nom. Mais bon. Du coup, on a commencé à en faire là, il y avait un club. Donc nous, ils nous ont laissé faire un peu au début. Et donc, on a appris un petit peu à avancer en bas de la rampe quand c'était notre tour. Parce qu'évidemment, en rampe, il y avait un peu il faut un peu s'imposer quand même. Voilà, c'est que t'es là, au début, t'es là, tu regardes, tu restes en bas et tu regardes. Après, il y a une échelle, donc à un moment donné, tu dis, bon, tiens, je vais monter, je monte, mais tu fais rien. Parce que t'oses pas, il y a les autres qui enchaînent, et puis t'es là à regarder. En plus, c'était une big là-bas. Il y avait là, oui, c'était ça, c'était une big, ouais. Ouais, donc tu commences et il y avait une mini aussi. Ouais, ok. Il y avait la big et la mini. Ouais. Et je me souviens, oui, on a croisé un peu tout le monde qui venait par là-bas. Et puis au bout d'un moment, donc, on a commencé à en faire un petit peu, donc en quad, mais à un moment donné, on nous a dit, bon, là, il faut s'inscrire au club. Et donc, s'inscrire au club, c'était cher, quoi, pour nous. On avait des gamins de 10-12 ans, tu n'as pas l'argent pour en faire, quoi. Donc, du coup, on a à chaque fois on s'est dit, mince, du coup, on a arrêté d'y aller. Et on a commencé à aller dans l'autre sens, avant, on allait surtout vers Ivry, etc. Et après, on a commencé à aller vers le centre de Paris. Donc, on s'est retrouvé à un moment donné à Notre-Dame. Et Notre-Dame, donc on a vu les slalomeurs là, qui arrivaient à fond avec les grands plots orange de l'époque. Donc tout le monde en quad, évidemment. Et c'est à ce moment-là où, donc là, déjà, il y avait déjà quelques années qui étaient passées, donc moi je me suis retrouvé à passer mon brevet des collèges, et donc j'ai eu mon brevet, et j'ai eu un cadeau, donc ma mère m'a acheté un cadeau pour mon brevet, c'était une paire de rollers, elle m'a dit, on va acheter une nouvelle paire de rollers, super, et tout, parce qu'elle a vu que j'en faisais quand même pas mal, assez souvent. Et surtout que la mienne a commencé au bout de quand même je l'avais acheté évidemment avec plusieurs pointures en trop, mais au bout d'un moment, il a fallu quand même changer. Là, on a vu une app qui parlait, on parlait de inline en fait. C'est nouveau, ça vient des États-Unis. Il y a des camarades de classe donc, qui disaient qui en parlaient, parce qu'il y avait d'autres gens qui s'intéressaient un peu au roller. Puis c'était vraiment la grande mode qui commençait à arriver. Ça, c'était, je parle de 1992 à peu près. Et après, du coup, 93, donc. En début d'année, pendant les vacances, du coup, on va au magasin, donc je ne sais plus laquelle, ça devait être un grand magasin, une grande surface, genre Samaritaine ou quelque chose comme ça.
Et là, donc, il y avait moi, je voulais pas acheter ça parce que déjà, ça me parlait pas du tout le inline. Et du coup, on allait au magasin pour acheter des quads à la base. Mais les quads qu'ils avaient, c'était les mêmes quads que j'avais quand j'avais 6 ans, quoi. Donc quand j'ai vu ça, et puis on n'était pas allé forcément à Weiser parce pour nous, c'était pas naturel en tant qu'enfant d'aller à un magasin spécialisé ou quelque chose comme ça. Donc j'ai testé les quads qu'ils vendaient et j'ai vu qu'il y avait justement ces patins en ligne. Et j'ai testé les deux, j'ai dit waouh, c'est quand même plus confortable, parce qu'avec ce qu'ils vendaient à l'époque, on sentait les plaques sous les pieds, les semelles, elles faisaient une feuille de papier quoi, quasiment, et puis c'était hyper mou quoi. Et du coup, quand j'ai essayé les inline, donc la coque en plastique qui montait jusqu'à la cheville, qui tenait bien, et puis on voyait que les roues ça roulait quand même. J'ai essayé un petit peu des pas dans le magasin et du coup ça a doublé le budget des rollers, mais j'ai dit maman. Je l'ai un peu supplié de plutôt acheter ça, et puis elle a fini par craquer, et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma première paire de inline. 93, 94 93. Donc, 93, ça devait être mi-93. Voilà. Donc, c'était des Lightning à l'époque. On leur date déjà. Voilà, pour nous, c'était la promo, on ne connaissait pas, donc je pense que c'était eux qui ont dû faire la première... les premiers qui sont sortis en France sûrement ou quelque chose comme ça, et après c'est comme ça que on a continué du coup je suis arrivé à Notre-Dame, c'était un peu, il a fallu quand même s'adapter, mais j'allais quand même d'un coup beaucoup plus vite en fait, et j'étais beaucoup plus stable. Parce que moi ce que je me rappelle, c'est que la première personne que j'ai vue en line, dont j'ai le souvenir, c'était Roy Collet. Il avait des K2 à l'époque au Troca. C'est possible. Genre tout le monde se foutait de sa gueule quoi. Ah oui. Mais bon, tu pouvais pas trop parce que Roy Collet c'était quand même le plus fort de nous tous à l'époque, donc quand même tu disais bon quand même, mais les gens ne comprenaient pas, tu vois, au départ. Moi, on me regardait un peu bizarrement aussi. Hein. Puis, à un moment, c'est vrai qu'après, on pourra en reparler, mais il y a eu aussi un peu de... Gros fight. Pas de tension, mais justement, comme des jalousies, etc. Parce que monter en inline, c'est différent. Et puis, après, quand on est enfant, ado, forcément, t'es pas comme tout le monde. Du coup, ça peut créer des petites tensions, mais bon, gentilles. Hein. Et donc à partir de là, j'ai commencé le inline et puis à continuer à faire du slalom donc à Notre-Dame parce que c'était gratuit. Et puis on pouvait y aller. Après, c'est pareil que la rampe en roller, quand on est sur un spot, il faut s'imposer à un moment donné. Donc il faut dire il y a du monde qui fait, il y a des grands, mais au bout d'un moment, donc tu y vas exactement comme la rampe, tu y vas, tu regardes, tu restes sur le côté toute la journée à regarder, et puis au bout d'un moment, quand il y a un peu moins de monde, quand les grands entre guillemets font un peu une pause, tu t'essayes quoi. Voilà, donc t'essayes, à l'époque c'était du 1m60 je crois entre les plots. À Notre-Dame, c'était grand. C'était 1m50, 1m60, il y avait le grand, et puis le mini n'existait pas vraiment encore, c'était surtout vraiment, il y avait une taille 1m60. Et puis, même 80, on faisait pas trop. Hein. Non, ça n'existait pas. C'était 75, c'était le mini, c'était 1m50, et le mini c'était la moitié, donc c'était 75. Ouais, ça. Voilà. Et donc en fait, ça explique en partie tes débuts, pourquoi tu es devenu parce que c'était une de mes questions, pourquoi tu es devenu un patineur polyvalent? Parce qu'en fait, finalement, tu es quasiment, je pense, celui qui est le plus polyvalent de tous ceux que j'ai connus. Parce que tu as fait à peu près toutes les disciplines. Moi, je me rappelle qu'on a fait du street ensemble, du slalom, tu as fait de tout, en fait. Et puis oui, parce que nous, on a eu la chance, un peu, toi ou cette génération, d'avoir vécu le début, en gros, du roller, la réexplosion du roller. Donc, quand le inline est arrivé, il y a plein de disciplines qui sont arrivées en même temps. Donc, le hockey qui est venu des États-Unis. Donc, nous, on s'est mis au hockey avec Jérôme à l'époque. On achète des crosses de hockey. Il y avait eu justement, comme à Notre-Dame, on commençait à rouler un petit peu. À un moment donné, il y avait un peu de quête. Donc, ils faisaient la quête à Notre-Dame. Et puis, nous, à un moment donné, on arrivait à récupérer un peu de sous. Comme ça, 3 fois rien, mais pour nous c'était quand même on s'était acheté des crosses de hockey du coup avec cet argent-là. Et du coup on a commencé à jouer au hockey, parfois c'était à Jussieu, non non, à Montparnasse au musée d'Orsay. Ah, musée d'Orsay. Ouais. Donc on jouait là-bas, musée d'Orsay, on faisait un peu de slalom. Tiens, on allait faire et on se baladait. En fait, à la base, c'est vraiment on se baladait. On a découvert la rampe. Après, on s'est fait virer un peu pour entrer. On a découvert le slalom. On a fait un peu de slalom. Et puis au bout d'un moment, on s'ennuie quand on est petit. On dit tiens, on fait un truc. Tiens, on a envie de faire autre chose. Tiens, si on allait ici, si on allait là, on découvre un peu d'autres choses. Et pour parler du street, justement, le street.
il est arrivé en France à peu près 96, quelque chose comme ça, quelques Ouais. années après. Ouais. Et donc, tout le monde un peu s'y est mis. D'ailleurs, ceux qui étaient en quad pour faire du street, donc à l'époque, il y avait les grinders et tout pour faire de la rampe, mais il n'y avait pas de streeter vraiment en quad. C'est Bercy, donc quand nous on arrivait à l'époque à Bercy, il n'y avait personne en quad. Donc si tu n'étais pas en inline, en gros, tu ne pouvais rien faire. C'était à peu près ça le principe. Entre-temps, je crois qu'on s'était rencontrés, justement, moi, là, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, ça devait être à Jussieu. Donc on était à Notre-Dame, et donc on était encore avec Jérôme, il disait « Ah, tu vas voir, il y a un gars là, c'est un champion, c'est incroyable, il fait des figures de fou, il s'appelle Walid, etc. » C'était Walid, la star du slalom à l'époque, qui était vraiment... il était vu comme ça. À l'époque, t'avais des Rochesses bleues. Oui, j'avais donc du coup entre-temps, j'avais une parce que du coup ma paire était devenue un peu petite parce que quand on est ado, les pieds grandissent très vite, donc j'étais passé mon père m'avait ramené du Canada, il avait fait un voyage au Canada, il m'avait ramené une paire de patins à platine alu, donc c'était vraiment une évolution un peu à l'époque, parce que les premiers patins que j'avais c'était vraiment en platine plastique 72 mm. Et les platines étaient toujours 72 mm, enfin les roues étaient toujours 72 mm, je veux dire les platines c'est des platines courtes à l'époque et montées en 72 mm. Et donc ces patins là que j'ai récupérés, c'était des Sydney bleus, je ne sais pas si tu vois lequel modèle c'était. Ils sont là, je les ai d'ailleurs là, je les ai tous mes patins, je les ai gardés d'ailleurs. Et donc, ces patins, c'est vrai qu'ils m'ont fait aussi évoluer pas mal, parce qu'il y avait une rigidité supplémentaire grâce à la platine. Et du coup, ça a permis quand même il y avait des limitations, mais c'était quand même bien... Ouais, l'alu, ça change la donne, déjà. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, on avait une évolution de matériel qui faisait tout de suite une réactivité supplémentaire, quoi. Et donc, du coup, on a... Donc, c'est comme ça qu'on a rencontré Walid. Nous, à l'époque, on roulait un peu avec... donc, il y avait Agnès, Pierre Jouvion, Pierre Bensi qui sautaient. Ils étaient aussi un peu polyvalents. Ouais. Du coup, Notre-Dame, du saut. Ouais. Parce qu'il y avait du slalom et du saut. Du coup, je me suis mis au saut aussi. Parce que Jérôme, il s'est mis au saut. Du coup, moi, je me suis mis au saut. Donc, c'est comme ça. On a vraiment découvert chaque chose une par une. Et puis, quand on est sur place, on essaye. Et puis le saut, c'est vrai qu'à la base, on commence la barre tout en bas, et puis après on monte. Et puis quand on peut plus sauter, on s'arrête et on regarde les autres. Donc en regardant, on apprend. On essaye, on apprend de nos erreurs. Et puis voilà. Donc moi après, je sautais. J'ai fait pas mal de sauts aussi. Du coup, slalom et saut, c'était vraiment mes principales disciplines, plus le hockey, la rando. Parfois, si on avait l'occasion d'essayer un peu de faire de la rampe, on y allait. Et donc, le street, quand ça a commencé, je crois que tu avais dû acheter tout de suite des Argons. C'est un peu similaire. Tu avais été sponsorisé assez rapidement, je crois. Ouais, en fait, ma première paire... Ouais, c'est ça. Ma première paire, en fait, de patins de street, c'était... j'étais parti au Canada et en vacances chez mon oncle. Et mon oncle, pareil, m'a acheté ma première paire de Argons. Ah oui, voilà. Et puis après, j'avais été sponsorisé par Sport West, magasin Sport West. Et voilà. Et à l'époque, on faisait du street... dans les mêmes quartiers, etc. Ouais, et du coup, moi, j'avais, donc, pour le street, j'avais recyclé mon ancienne paire. Du coup, mes Lightning. Et du coup, il n'y avait pas de soul-plate à l'époque. Soul-plate, ça n'existait pas. Donc, on faisait avec ce qu'on pouvait. Donc, pareil, moi, j'avais pas d'argent pour acheter des patins de street. Donc moi j'ai gardé mes Lightning pendant un certain temps. On faisait du curb avec Bercy, principalement, parce que c'est vrai que Bercy c'était l'idéal, parce qu'il y avait tous les murets, les grands murets comme ça, où il y avait la place pour tout le monde. Donc on pouvait s'entraîner à faire des rocks, à se caler en soul. À l'époque ça s'appelait Shifty, maintenant ils disent Royal, mais bon, etc. Et puis je me souviens du coup que il y a Jérôme qui avait du coup lui il avait eu des Fatih. Toi tu avais eu des Argons. Moi j'avais toujours eu des Argons. Et du coup moi au bout d'un moment je me suis acheté une paire de Argons du coup. Je suis allé à Sport West. Je pense que t'avais dû faire partie de l'influenceur à l'époque qui nous avait fait acheter des Argons. Mais je sais que ça avait été vraiment
Une marque quand même qui a... Oxygène, ouais. Oxygène Argon, ouais. En fait, il y avait d'abord les Argons, je crois, qui sont sortis. Et c'était là où, justement, il y avait pas une soul plate vraiment, c'était intégré au moule. Vraiment, il y avait avec des vis il y avait des picots en fer. Des pics en fer qui remontaient, mais je ne sais même pas comment on pouvait glisser avec ça, quoi. Mais... on ne pouvait pas trop, non. Mais à l'époque, voilà, du coup, on a commencé ça et Walid a commencé à devenir très fort et puis les autres aussi. Après, on a rencontré Seb Gasnier, on a rencontré Yannick, Duff, tous les gens c'est ça qui était là, qui était là à Bercy. Donc il y avait le fameux Andrei qui était derrière l'hôtel. Je sais plus, il y avait un hôtel derrière où il y avait un Andrei bleu, je me souviens. Et du coup, moi, par exemple, le street, tout le monde s'y est mis vraiment à fond et moi, j'avais un peu peur quand même. Donc j'ai jamais osé passer le Andrei. Donc je voyais les autres qui faisaient des trucs à fond, et j'ai jamais réussi à sauter sur le handrail comme ça. Et puis je me dis non, je vais me faire mal, je vais me casser la gueule, je vais me faire mal, quoi. Donc même si j'ai acheté des patins street, je les ai utilisés. Ils sont d'ailleurs, si on les voit ici aujourd'hui, il y a juste des encoches sur les platines, mais toute la soul plate, les patins, ils ont l'air neufs par rapport à des patins street, quoi. J'en ai fait un peu, mais ça m'a pas vraiment le côté vraiment douleur. Ça m'a pas vraiment branché plus que ça. Et du coup, je me suis vraiment plus concentré sur le slalom et je venais volontiers faire du street avec les gars, mais je regardais plus que ce que je pratiquais, surtout quand on passait sur du sérieux. Mais par contre, du coup, les slalomeurs qu'on était à l'époque avaient vraiment des facilités à apprendre. Je me souviens que aussi bien Walid que Pierre, que Jérôme, que tous ceux qui faisaient du slalom, on passait tout de suite les tricks, quoi. Les Unity, c'était facile parce qu'on faisait des croisés avant toute la journée. Les Makio, c'était tout simple. On passait nos pieds dans tous les sens. Donc dès qu'on nous montre une figure, on pouvait la faire au bout de 5 minutes. Et donc on testait les figures. Et je me souviens que on a très vite progressé. Enfin, sur tout ce qui est figure sur les curbs en tout cas. Et après, les on-drive, c'était autre chose. Il y avait vraiment Il y avait ceux qui étaient capables de débrancher leur cerveau. Moi, je ne faisais pas vraiment partie. Si, quand même, un petit peu. Ouais, mais moins que que Duff ou que des gens comme Duff Loza ou Seb Gasnier et tout, qui étaient vraiment plus forts. Mais c'est vrai qu'on était quand même vachement avantagés, qu'on était super avantagés. Et en fait, juste après cette période, c'est assez intéressant parce que on arrive à la période donc, du début des années 2000. Et en fait, cette période-là, c'est une période qui a été finalement assez fondatrice, puisque c'est le début d'Internet. Et c'est aussi la période à laquelle, toi en particulier, tu as commencé à voyager et à aller voir ailleurs. Alors que nous... en réalité, c'est plutôt vers la fin des années 90. Parce que, en fait, comment ça s'est passé, en fait, moi, mon premier contest, en gros, j'étais à Notre-Dame, je roulais, et donc j'aimais surtout, moi, à l'époque, on faisait vraiment du croisé avant, croisé arrière, du speed, et j'aimais bien le speed. Et à un moment donné, quand on faisait j'étais en inline, et le mini, donc on mettait les plots avec les grands plots orange, donc on coupait en deux en 75 cm, aujourd'hui c'est 80, donc avant c'est 75 avec des grands plots énormes. Ouais. C'était hyper dur. Les plots, ils devaient faire, je sais pas, 30 cm de haut, quelque chose comme ça. Et donc, avec mes inline, je me sentais bien. J'arrivais vraiment à faire le mini à fond la caisse, comme ça. Je prenais vraiment du plaisir à le faire et à m'appliquer à le faire bien. Et donc, j'avais acquis un certain niveau en speed surtout. Et du coup, il y a un des gars, notre homme Deva, je ne sais pas si tu te souviens de lui. Très bien. Donc, lui, il y avait aussi à l'époque, du coup, les quaders ne passaient pas au inline. Mais ils mettaient des coques, ils avaient commencé à mettre des coques de inline sur des quads. Donc il y avait, lui, il avait, si je me souviens bien, où il avait des coques de hockey. Lui, il roulait en patin de hockey. Ouais, c'est ça, patin de hockey sur des quads. Ouais. Et donc c'était aussi... ça date de 96. Les coques de hockey, c'était les fusions d'Iska et les CDG, c'était 96. Voilà. Et du coup, 96, là, à un moment donné, il me dit « Ah, j'étais à Lausanne, tu devrais venir participer. C'est vraiment... tu auras peut-être ton épingle du jeu, tu peux peut-être tirer ton épingle du jeu, tu vas vite, il y a moyen que tu fasses un résultat. » Donc Lausanne, c'était déjà trop tard, parce que lui, il en revenait de Lausanne, il dit « Ah, tu fais l'année prochaine. » Et puis, par contre, il y avait un contest à Zurich, c'était en fin d'année, et donc il me dit « Ouais, il y a un contest à Zurich, tu devrais venir. » Zurich, ouais, pourquoi pas. Moi, à l'époque, en fait,
l'avantage que j'ai eu aussi par rapport aux autres, c'est que ma mère travaillait donc à la SNCF. Donc, et donc, on avait le droit quand tu es enfant, tu as le droit à des billets. Tu payes pas le train quasiment. Quoi. On payait 10 francs, je sais pas, à l'époque. Et puis, à 10 francs, tu pouvais aller où tu voulais. Du coup, je me suis dit, Zurich, ok, on va y aller. Puis il y avait un engouement aussi, tout le monde parlait de Zurich, je crois que tout le monde y était allé. Toi, tu avais dû y aller aussi. En 96. Une année suivante. Ouais, je crois que j'y suis allé une année après. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait déjà peut-être une prémisse d'équipe de France, voire une équipe de France qui commençait à venir. Prémisse, ouais. Il y avait du high jump à l'époque, slalom, et du speed slalom. Ouais, et du speed. Ouais, ça. Donc moi, je me suis inscrit au speed en 96 et du coup, première compète, impressionné, etc. Et en plus, moi, j'ai été victime un peu d'une erreur d'arbitrage, on va dire. C'est qu'ils avaient interverti mon temps avec une autre personne. Donc, dès le début, ça avait un peu mal commencé au niveau compétition. C'est que je me suis retrouvé avec... je sais pas comment ils avaient fait, ils avaient confondu donc, mon adversaire. Là, ils avaient pris le temps de mon adversaire, alors que j'étais allé beaucoup plus vite. Et du coup, à l'époque, il fallait payer une taxe pour... j'avais payé, justement. J'avais réclamé, j'avais obtenu gain de cause. Mais comme ils avaient déjà fait les tableaux, j'avais dû tout de suite me retrouver... ils m'avaient qualifié. Donc, à l'époque, je crois qu'il y avait 16 qualifiés ou quelque chose comme ça. Et donc, première compète, je m'étais qualifié aussitôt. Mais bon, j'ai dû batailler pour faire valoir un peu mon droit, parce que j'avais vu qu'ils s'étaient trompés. Donc, au début, ils ne me croyaient pas. Je me souviens, j'étais allé dans le camion voir les arbitres, leur dire regardez, et puis j'avais pris le témoin justement c'était un Portugais à l'époque parce qu'il y avait des Suisses, des Portugais, des Italiens, etc. Et du coup il avait attesté que oui, j'étais bien arrivé avant lui, quoi. Donc c'était pas possible que mon temps soit supérieur au sien. Et donc résultat, ils avaient accepté la requête, ils m'avaient qualifié dernier. Et alors que j'aurais dû peut-être être à une autre place, mais du coup résultat, je suis retrouvé contre le premier. Et j'ai perdu tout de suite parce que c'était des gars qui avaient peut-être plus l'habitude, etc. Et donc de ça, c'est peut-être aussi c'est peut-être un peu le point de départ aussi. Ça m'a plu quand même donc de participer, parce qu'en étant 16e à l'époque, tu avais des prize money pour tous ceux qui se qualifiaient. Donc j'avais dû gagner 50 francs suisses ou quelque chose comme ça, ce qui était énorme pour moi. Waouh, j'ai gagné un prize money pour ma première compète, quoi. Et donc du coup, j'étais super content et tout ça, et ça m'a motivé aussi pour continuer. Et aussi, c'est peut-être venu là aussi le côté règlement, et puis essayer c'est peut-être resté dans un coin de ma tête l'injustice qui s'était passée, du coup, peut-être plus tard, qui m'a peut-être aussi permis de bosser un peu sur les règlements, sur les plus... Alors c'est marrant parce que en fait, toi, tu as commencé, ta première compète, en gros, c'était une compète internationale. Ouais, c'est ça. C'était pas comme nous, c'était des compètes françaises, exactement. Et qu'on est parti ensuite. Ouais, parce qu'en fait, à l'époque, moi, c'est vrai que comme j'étais en inline, c'était vraiment quad à fond, et il y avait un peu pas une guéguerre, mais je dirais ah ouais, non, toi t'es en inline, donc non, c'est pas la peine, le inline c'est de la merde, c'était un peu ça, il y avait un peu un rejet du inline pour tous les anciens quadeurs, parce qu'ils étaient là, oui. Et dans toutes les disciplines. Hein. Oui. On a eu Arnaud Jiquel en témoignage il n'y a pas longtemps, en 92, je crois, il fait ses premières compètes de course en ligne, alors que tout le monde est en quad, il se fait huer. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc moi, c'était un peu le cas, mais c'était gentil encore. Il y avait toujours, l'inline c'est de la merde, mais c'était toujours un peu un peu paria ou... Non, c'était une blague, quoi. C'était sur le ton un peu, c'était pas méchant, quoi. Donc j'étais pas exclu du groupe, on roulait et tout ça, mais en même temps, par exemple, j'étais pas non plus... on proposait pas de faire les championnats... de toute façon, les championnats de France, ça a débuté peut-être en 94. Ouais, 94. Des choses comme ça, et puis c'était autre chose. Après, moi, je n'étais pas forcément au courant qu'il y en avait non plus. Hein. Donc j'ai commencé justement parce que il y a quelqu'un du spot qui m'a dit « Ah, il y a une compétition à Zurich. Viens, et puis tu verras. » quoi. Donc du coup, j'ai commencé par ça, et c'est comme ça que après, ça m'a donné un peu le goût. Et c'est vrai que c'était un peu plus fermé quand même, les compètes nationales. Il y avait peut-être que le championnat de France, d'ailleurs, il me semble, à l'époque. Non, il y avait des Coupes de France. Coupe de France, championnat de France à l'époque. Ça avait commencé en 80...
Alors, je sais plus, mais avec Championnat de France Et 94. puis, et puis surtout, il y avait ce côté licence. Ouais, licence, ouais, tout à fait. Donc il fallait payer une licence, et c'est vrai que moi à l'époque j'étais vraiment, j'avais pas un rond, quoi, j'avais pas d'argent de poche, j'ai jamais eu d'argent de poche quand j'étais petit, donc j'avais pas d'argent du tout vraiment il fallait que j'utilise mon argent comme ça, ce que j'avais parfois par-ci par-là, des cadeaux d'anniversaire ou de mes grands-parents, ma mère ou mes parents qui me donnaient parfois un peu d'argent pour les anniversaires, donc je mettais de côté, et puis après ça me servait surtout à acheter des roues ou des choses comme ça. Et si on passe maintenant, donc fin des années 90, et là effectivement il y a les compètes, etc., compètes internationales qui commencent, etc. Donc tu as connu Lausanne assez tôt aussi. Ouais, ça a été après ça, je suis allé à Milan, tout de suite, parce qu'on a dit à Milan, et puis c'est vrai que quand on est allé à Zurich, on a vu tous les Alain Jacquet, donc les Suisses, il y avait, je me souviens, Beat Keller, c'était justement, je crois que c'est lui qui avait gagné, il faisait l'essuie-glace en roller, et tout le monde était là, ouais, mais comment il fait ça, quoi, c'est impossible. Il y avait le Crazy qui commençait justement ils appelaient ça, c'était le grapevine, ou non, c'était la terminologie américaine, mais ils appelaient ça d'un autre nom, mais c'était un peu différent, c'est qu'ils croisaient pas, ils passaient un pied après l'autre dans les intervalles. Et c'était assez impressionnant. Et ça, on l'avait vu, c'était à Bercy, parce qu'il y a eu le premier Bercy, c'était 98, il me semble. 97, 98, même avant. Mais... Non, pas avant. Mais en tout cas, le premier, on était tous là, parce que je me souviens à l'époque aussi, pourquoi pas fédéral aussi français, parce qu'à l'époque, il y avait eu un problème avec la fédération. Et je me souviens que pour participer, on avait dû déchirer nos licences. Nous, donc moi par exemple avec Jérôme, on était là, parce qu'à l'époque c'était l'équipe de France qui devait participer, donc peut-être toi, peut-être je sais plus, Pierre, enfin en tout cas il y avait Pierre, il y avait une équipe de France officielle qui devait participer pour faire la démonstration. Qu'est-ce qui s'est passé? Conflit, je ne sais plus pour quelle raison, peut-être d'image, ou peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un contrat qui n'avait pas été fait entre la fédération et l'organisation. Et du coup, résultat, d'un coup, on me dit, tiens, vous pouviez plus le faire. Je ne sais pas si toi tu devais le faire ou pas. Je l'ai pas. Enfin, on était là, mais on l'a pas. Mais vous pouviez plus le faire parce que vous faisiez partie de la fédération, et donc l'équipe de France, et donc ils avaient été interdits, on va dire, par la fédération de participer. Et donc, nous, on était là. Et donc, c'était Jérôme aussi à l'époque qui avait contact avec vous. Ils nous ont dit, tiens, faites, je ne sais plus si c'était Pierre ou toi, peut-être même qui lui avait proposé de le faire, du coup, parce qu'il cherchait des gens pour remplacer l'équipe. Ouais, c'est possible, j'avais oublié j'avais oublié pourquoi on n'avait pas participé. Ouais. Certainement, quelqu'un a dû se dire, vas-y, fais-le, si on ne peut pas le faire, autant c'est ça. nous le fasse. Voilà, exactement. Donc, du coup, vous nous aviez un peu retransmis le flambeau. Moi, du coup, on m'avait proposé aussi, vas-y, fais-le, j'ai pas trop le niveau et tout. Si, vas-y, t'inquiète pas. De toute façon, on n'avait pas... Et par contre, quand on est arrivé là-bas, si vous avez une licence, vous n'avez pas le droit de participer, sinon vous aurez des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Vous aurez une amende. Nous, on était encore des gamins, donc on se dit, on a peur. Donc pour pouvoir participer, c'était l'organisation qui nous avait peut-être un peu manipulé, je sais pas, mais qui nous avait dit, pour participer, il faut que vous déchiriez votre licence et que vous l'envoyiez à la Fédé. Donc la veille de l'événement, on nous a fait envoyer un courrier en déchirant notre licence et en disant, parce qu'à l'époque, moi, j'en avais pris une. Peut-être en vue de participer à autre chose, mais comme j'avais pas fait de championnat ou quoi que ce soit, du coup on avait fait c'est rigolo, on va faire Bercy. Pour nous c'était le gros événement, le premier événement d'ailleurs vraiment multidiscipline d'envergure. C'est clair. Et donc ça nous a permis aussi à ce moment-là de voir un peu tout le monde, quoi. Vraiment le street, les champions américains et japonais. Chakito, moi qui m'avait impressionné à l'époque. Il y avait aussi des plus petits, mais qui étaient en street. Il y avait Randy Spicer, il y avait tous les Arlo Eisenberg, tout ça. Et du coup, pareil, Ty Chris qui était là, qui commençait à être très bon en rampe. Il y avait Toto. Toto aussi qui participait en quad encore, je crois, il me semble, à l'époque. Et je sais plus. Il me semble qu'il était en quad et c'était un des seuls en quad, justement. Mais voilà, il y avait, il me semble qu'il y avait des Australiens. Il y avait César Mora, certainement. Oui, sans doute. Il y avait Jean-Jean Chanet aussi qui venait de Belgique. Ils étaient tous passés en ligne à l'époque. C'est ça. Jean-Jean, ils étaient tous en ligne. Ouais. Et du coup, nous on avait fait la démo de slalom et puis ça s'était bien passé. Et voilà, ça nous avait permis aussi
d'avancer là-dessus. Et petit à petit, donc Bercy. Moi, après, j'ai gagné ma première compétition à Milan, justement en Italie, où là, du coup, c'était ma deuxième compétition de slalom, et tout de suite, j'ai gagné la compétition. Et du coup, ça m'a vraiment motivé à continuer, quoi. Et alors, là, on arrive, donc tu fais les compètes, tu commences à gagner les compètes, etc. Et là, on arrive à, donc, moi, ce que j'appelle un peu vu de ma fenêtre, un peu les années charnières qui sont le début d'Internet et la création du réseau e-Bride et des premiers sites. Je me rappelle plus quelle date exacte, toi, tu as créé Universkate à l'époque. Donc, du coup, moi, c'est pareil, je suis arrivé à Lausanne 97. Donc, Zurich, Milan, Lausanne, j'ai commencé à faire les événements, donc les compètes. Bercy, c'était pas une compète, mais après, c'est devenu une compète, au début, voilà. Et puis, de fil en aiguille, moi, je me suis rendu compte sur les compétitions qu'on n'avait pas les résultats. On n'avait pas les résultats. Donc, on n'avait jamais de résultats. On arrivait sur une compétition. La compétition se terminait. Même moi, en fait, je gagnais donc, premier Lausanne, pareil, je gagne tout de suite la compétition. Et donc là, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui m'ont mis à la descente, en groupe plus tard. Donc c'est pour ça aussi la polyvalence, on en revient encore à vraiment, c'est les rencontres. J'ai passé beaucoup de temps à Lausanne parce que j'avais rencontré des amis là-bas qui sont devenus des amis, qui m'ont hébergé pendant... J'allais toutes mes vacances, quasiment, j'allais à Lausanne pour faire de la descente. Ou pour faire du slalom, ou pour s'amuser, parce que c'était vraiment sympa. Et du coup, surtout sur les compétitions, oui, il n'y avait pas de résultat, il n'y avait rien, il n'y avait aucune source, il n'y avait aucune publication, rien. Et donc c'est vrai que moi ça me faisait un peu mal au cœur, parce que je disais, j'ai gagné une compétition, et donc je me dis, tiens, on va voir le résultat, je vais montrer à mes parents, regarde, j'ai gagné, tout ça, mais j'arrivais, j'ai gagné, bon, ok, super. Et donc du coup... Tu te rappelles quand tu as commencé Universkate J'ai dû commencer peut-être 98, quelque chose comme ça. Donc à peu près comme CSK Roller. Mais c'était pas Universkate. Ouais, ça s'appelait pas... C'était... Funkyman non, ça c'était une adresse. En fait, Funkyman, c'était une adresse que mon frère avait fait et que j'avais récupérée parce que je savais pas... Donc j'avais récupéré cette adresse-là. C'était pas la mienne. J'étais pas du tout Funkyman à l'époque. Un Funkyman. Il y a même des gens qui m'ont appelé comme ça à un moment donné, mais c'est devenu... c'était funkyman.man.free.fr. Ça devait être ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc comme c'était les premiers sites, justement, Internet commençaient, et du coup, j'ai commencé par donc ça m'a intéressé. Et puis, je sais plus, à l'époque, moi, dans ma famille, il y a toujours eu des ordinateurs, par contre. Donc, mon père travaillait, ça l'intéressait. Dès qu'il y avait des ordinateurs, on en a eu un très rapidement à la maison. C'était des Apple II, ça s'appelait comme ça. On a eu... donc, il y a toujours eu des ordinateurs. Depuis le début. Donc, du coup, c'était un environnement un peu moi, ça m'intéressait pas trop, mais mes frères, ça les intéressait toujours. Ils étaient à fond dessus, parce que l'ordinateur, c'était... Mais moi, j'étais plus vraiment dans le roller, et puis, etc. Et donc, de fil en aiguille, ça doit être mon frère qui avait dû s'intéresser à... Il était vraiment plus grand que moi. Et donc, il avait dû s'intéresser à faire des sites. Et du coup, tiens, on peut faire un site comme ça. Et puis, du coup, comment on fait? Ça m'intéressait. J'ai regardé, c'était simple. Il suffisait il y avait des fichiers à remplir, on les téléchargeait, ou je sais plus comment on faisait à l'époque, mais FTP, tu faisais ton... Ouais, c'est ça, ouais. Tu faisais tes pages HTML, tu les envoyais sur le serveur, et c'était parti. Ouais, ça, donc moi, j'avais aucune notion, j'ai jamais appris ça à l'école, mais c'était pas trop compliqué, j'étais bon, moi, en maths, etc., donc j'avais une certaine logique, et donc j'ai commencé à récupérer les résultats, et les publier. Et puis mon père, c'est vrai qu'il travaillait dans la presse, donc au début, il était plutôt dans l'éducation nationale, et puis il a changé pour monter son propre magazine, donc de la presse. Et donc du coup, j'étais un peu, donc depuis que j'étais petit, j'étais aussi un peu à des articles, des choses comme ça. Je voyais un peu de l'extérieur, ça m'intéressait pas trop, mais j'avais quand même on va dire des exemples, quoi. Et donc du coup, je me souviens que mes frères, on jouait comme on imite nos parents, donc on jouait à faire nos propres magazines, un papier, on découpait des coupures de presse, on les collait, on écrivait quelque chose, et puis on fabriquait nos propres magazines de jeux, quoi. On disait tiens voilà, et du coup j'ai toujours un peu c'était pas pour moi un truc étranger complètement
de créer, du coup, de faire un peu ce type de presse, quoi. Et donc, résultat, j'ai eu un peu cette idée de mettre les résultats en ligne. Et petit à petit, c'est pareil, on a eu, donc il y avait les caméras qui ont commencé, donc à l'époque, avant c'était des caméras à bobine. Les caméras TV. Et il y a eu les premières, non mais c'était même pas des cassettes à l'époque, c'était il y a eu, mon père, il avait aussi quand même, il avait accès à certains, comme il est devenu journaliste, il avait accès à certains matériels. Et au bout d'un moment, quand les caméras sont sorties, tous les streeters utilisaient du coup des caméras. Et il me semble que ça devait être vous aussi, enfin en France, il y a commencé à avoir des gens qui ont commencé à faire des vidéos. Et faire des vidéos, c'est vrai que ça a été beaucoup dans la culture street. Nous, on a été influencés aussi par ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait faire sa vidéo, quoi. Et donc, je sais plus comment, j'ai eu ma première caméra. Au bout d'un moment, j'ai réussi j'ai travaillé aussi, je faisais des petits boulots d'été à un moment donné. Et puis, j'ai réussi à me payer une première caméra pour filmer, quoi. Et donc de là, je me suis dit, comme à l'époque aussi, on créait des figures. Je me suis dit que toi, tu crées beaucoup de figures. Et c'était vachement dans le nous tous, de manière générale. Moi, j'étais influencé, tout ce qui était, par exemple, c'est ça, exactement, de manière générale. Donc il y avait à la base, on avait en slalom, pied avant, croisé arrière. Même en street, les figures, c'était toujours j'ai créé une nouvelle figure, regardez. Il y avait toujours des gens qui créaient des nouvelles figures. Donc nous, on était dans ce milieu-là où on créait des nouveaux trucs. C'était l'émulation de ces années-là, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Donc il y avait toujours des nouvelles choses à créer. Et puis au bout d'un moment, moi, j'étais influencé donc, par le style Walid, Roy, etc., Jérôme. Et derrière, aussi le inline, parce que j'étais du coup sur les compétitions internationales où j'allais, il y avait d'autres gens qui faisaient des Italiens, il y avait des Suisses, etc., qui faisaient aussi autre chose. Donc moi, un peu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé un peu ce type j'ai un peu mixé les styles. Donc et c'est ça qui a aussi fait que j'ai une certaine originalité par rapport aux autres et qui m'a fait aussi gagner des compétitions. C'est que j'ai réussi à mixer le quad, donc toutes les figures quad de l'époque, et avec les figures de inline d'une autre partie. Donc j'ai mixé un peu tout ça, j'ai créé mes propres figures. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, je vais les filmer, je vais les partager. C'était vraiment pour partager, parce que il y avait le site, tiens, pourquoi pas mettre des figures pour les montrer, pour les apprendre aux autres, quoi. Parce que moi, le but, c'était vraiment j'avais envie de partager ça un peu partout, quoi. Et d'où est venu Univers Skate à la base, c'est là où est venue un peu l'idée Univers Skate. C'était parce que j'étais à la fac, et université, je voulais faire un truc à la base d'apprentissage. Donc Univers Skate, à la base, c'était un mix entre université et roller, et donc roller en anglais, skate. Donc j'avais trouvé le nom Univers Skate. Donc c'était pas trop l'univers, c'était plus l'apprentissage. Et donc résultat, j'ai créé ça, je me suis fait mon petit logo comme ça sur un bout de papier, puis après je l'ai dessiné, après je l'ai remis, on l'a numérisé, etc. Et c'est comme ça que l'idée est venue de Univers Skate de mettre des figures en ligne pour les apprendre aux autres un peu partout. Donc après, j'allais sur les forums. Par exemple, j'allais en Russie à l'époque sur les forums russes. Regardez mes vidéos, connectez-vous à mon site, regardez mes vidéos. Je suis allé en Chine, pareil, il commençait à y en avoir en Chine, aux États-Unis, il y avait un peu partout. Donc les choses que je faisais, c'est que je faisais. Donc ça, c'était dans les années 2000, début des années 2000, ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment fin des années 90, début des années 2000. C'était vraiment j'ai du mal à situer exactement. Je pense qu'on peut retrouver des archives avec ça. Ouais, parce que nous, on a commencé Roller FR en 2001. Scali, ils ont commencé, et KCF, CSK en 98. Donc, certainement, toi aussi, tu devais être. Ouais, ça devait être ça. Ça devait être 97-98. Parce que j'ai fait assez vite, parce que je me suis rendu compte tout de suite qu'il n'y avait pas les résultats, quoi. Donc, il fallait absolument publier les résultats et puis même dire ce qui s'était passé à la compétition. Donc, qui avait gagné, juste mettre au moins les résultats et puis écrire, tiens, c'est un tel qui a gagné avec ci, avec ça. Et avec une photo du podium ou une photo qu'on pouvait trouver, ou juste l'affiche de l'événement. Quand on arrivait je ne sais même plus comment on faisait pour la mettre sur l'ordinateur. Peut-être il y avait des scanners déjà qui existaient, il me semble. Ouais, des scanners. Alors, comment ça s'est passé? Parce que donc, début des années 2000, on crée le réseau eBride. Donc là, tu commences à avoir une offre en photo, vidéo assez complète entre la PEDA, les vidéos, bref, il y a un peu tout.
toi, tu voyageais beaucoup. Donc, comment... nous, à l'époque, on était très franco-français. On voyait sur notre stade que les gens ils se connectaient d'ailleurs, mais nous, on n'avait pas l'occasion d'aller là-bas, alors que toi, tu avais l'occasion d'aller là-bas. Comment toi, tu as vu le développement de tout ça? On a tendance à penser ici un peu qu'on est en partie à l'origine de tout ça. Mais maintenant, je sais avec le recul, par exemple, qu'en Espagne, ils roulaient déjà en même temps que nous et qu'ils ont eu juste une histoire parallèle. Pareil en Italie, etc. Comment toi, tu vois tout ça, en fait, avec le recul? Toi qui voyageais? Moi, en fait, je voyais vraiment l'aspect où je prenais des figures. En fait, je voyais les figures des autres et je les apprenais quand je regardais ce qu'ils faisaient. Et puis, du coup, je les mixais avec... j'ai vraiment vu ça comme et c'est vrai qu'à l'époque, moi, on me dénigrait un petit peu parce que, le inline, machin, etc. Je faisais aussi les premiers championnats de France où j'étais un des seuls en inline. Ouais. J'avais aussi, du coup, je commençais à gagner. Et du coup, il y avait parfois, il y avait un peu un rejet parce que, et du coup, je me disais, c'est dommage parce que au lieu de s'enfermer, ceux qui critiquaient, ils devaient plus essayer de s'ouvrir pour justement apprendre plus et pas se bloquer sur. Donc moi, je voyais ça un peu. Ça m'affectait pas trop vraiment, puisque à la fin, moi, je voyais que ça me donnait un avantage quelque part, parce que quand j'allais à l'international, j'étais très bien accueilli toujours, et parfois en France, c'était un peu plus difficile. Cette culture quad qui résistait un petit peu en France à l'arrivée du inline, est-ce que tu l'avais ailleurs en Europe ou dans le monde? Ou est-ce que non, parce qu'à l'époque, c'était typiquement français, parce qu'il y avait pas d'autres quadeurs en fait. C'est quand on allait à l'étranger, tout le monde était en inline quasiment. Donc il y avait quelques quadeurs, mais sur les compétitions, c'est devenu une minorité, parce que surtout les compétitions, c'était en Italie et en Suisse, majoritairement. Et là-bas, il y avait déjà du marketing. Lausanne, c'était vraiment inline à fond, quoi. Ouais. Et donc le slalom, c'était encore en quad. Il y avait Alexandro, Aloïse, et puis quelques personnes, mais c'est tout. Il y avait quelques-uns, et voilà. Et c'est vrai que même certaines personnes encore, du slalom surtout, vraiment, il y avait vraiment les quadeurs et qui voulaient absolument rester en quad et qui critiquaient le inline au lieu de l'accepter ou de même peut-être d'essayer et puis de se dire tiens, on peut faire ça, je peux peut-être changer de figure, essayer comme ça avec mes quads, parce qu'à l'époque aussi, il y a eu beaucoup d'innovations en quad, les tranches, les vagues, toutes ces niveaux techniques assez impressionnants en wheeling sur une seule roue en quad, c'est pas facile à faire, quoi. Et les gars, ils faisaient ça. Et c'est vrai qu'ils restaient dans un mode un peu... et qu'en inline, du coup, après, les wheelings commençaient à arriver, mais du coup, c'était peut-être plus facile à faire qu'en quad, parce que tu n'avais pas à tordre le corps sur le côté. Il fallait vraiment que tu mettes ton pied sur une roue, et puis tiens... Il fallait pas avoir les trucs serrés à mort, quoi. Et puis, t'avais pas... Voilà, il y avait quand même... en quad, c'était quand même, je pense, pour moi, plus difficile d'être fluide. Parce qu'en inline, ça a créé... et que l'usure naturelle des roues... qui faisait qu'on se retrouvait en banane. Et, à l'époque, personne ne pensait à la banane, c'était juste naturel. C'est qu'on roulait, au bout d'une journée, tu perdais 1 millimètre de ta roue, ça y est, t'es en banane. Donc les roues, il fallait les faire tout le temps. Dès qu'on avait des nouvelles roues, il fallait les faire. Donc on faisait du speed pendant... après, on changeait notre roue de l'autre côté jusqu'à ce qu'on perde 1 ou 2 millimètres et du coup, ça devenait fluide. Et c'est vrai que cette fluidité qu'on avait, c'est comme le ski, entre le ski parabolique à la limite et le ski droit, quoi. Ouais, c'est une bonne comparaison. Il y a eu vraiment cette différence-là qui a fait une fluidité, une façon de patiner beaucoup plus fluide peut-être qu'en quad et moins linéaire. Parce que mine de rien, même si même si le quad, ça permet peut-être de bien tourner, d'avoir les trucks justement qui font bien pivoter, mais au final, le fait qu'il y ait des 4 roues alignées, ça permettait d'avoir des angles beaucoup plus importants. Enfin, même beaucoup plus courts plutôt. Beaucoup plus courts. Non, au contraire, en fait. Donc ça te permettait de vraiment faire des figures beaucoup plus... rester dans les plots, revenir en arrière, en avant, etc. etc. Alors peut-être en quad, il fallait vraiment s'entraîner beaucoup plus. Moi, je me souviens à chaque fois que je repassais à faire du quad, après... je me sentais limité. Je me sentais vraiment limité. Donc, et c'est vrai que beaucoup de gens à l'époque, ils ne voulaient pas passer au inline du tout, ils n'essayaient même pas. C'était tout de suite, non, j'aime pas ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait quand même un avantage à ce niveau-là. Et moi, donc, je le voyais vraiment avec la partie étranger où c'était toujours sympa, il y avait toujours, on rencontrait des gens, c'était toujours positif. Et le côté un peu français où c'était un peu moins...
Je participais aux compétitions parce que moi, j'aimais bien être compétiteur. J'étais toujours compétiteur, etc. Mais c'était moins drôle quand même. On avait le même problème quand je faisais du street, quand je faisais du street et que les gens ils apprenaient que je faisais du quad, à côté ils se foutaient de ma gueule, alors comme je faisais du street en ligne, tu vois. Bref, à chaque endroit et dans chaque discipline, c'était un peu pareil, quoi. Ouais. Ça a été cette période de transition jusqu'à ce que le inline gagne, quoi. Donc après quand il a gagné le quad, il a baissé, quoi. Ouais. Mais et alors donc là c'est le moment courant des années 2000, c'est le moment où le slalom et le freestyle de manière générale, mais surtout le slalom, fait un grand boom. Et donc là on commence à voir arriver 2003, 2004 les Russes, les Coréens, après les Chinois, etc. Période que moi personnellement j'ai adoré parce que c'était l'émulation et encore une fois on en parlait avec Scali et KCF, il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux, donc en fait ces gens, la première fois que tu vois arriver les Russes à Lausanne, tu te prends une claque parce qu'en fait tu les as jamais vus avant. Et comment tu as vécu en fait toute cette période, toi, qui en plus de ça voyageait plus que nous? En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, justement, les Russes, donc c'est parti, en gros, le slalom, il y a beaucoup de slalom en Russie, où ils m'ont dit eux-mêmes que c'est parti du fait que j'ai envoyé ce message sur leur forum. Donc ils avaient un forum, ça s'appelait roller.ru à l'époque. Et comme j'avais, moi, publié, donc j'avais regardé, tiens, il y a ça qui se passe dans tel pays, ça j'avais envoyé au Japon, j'avais envoyé sur des forums, j'avais cherché, je ne sais plus comment j'avais fait, mais j'avais trouvé des forums de roller au Japon, même en Australie. Et j'avais envoyé mes liens pour venez voir les vidéos, apprenez. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont appris à partir de mes vidéos. Et du coup, tout de suite, moi, quand je les ai vus, même à un moment donné, ils me connaissaient alors que moi, je ne les connaissais pas aussi. C'est un peu superstar, quoi. Et donc, du coup, j'ai été invité à y aller. Et quand j'y allais, les gens ils me connaissaient parce qu'ils avaient appris grâce au début à beaucoup de ces vidéos-là. Et surtout, c'était les premières vidéos en inline. En fait, même je ne sais même pas s'il y avait des vidéos en quad à l'époque, mais c'était vraiment les premières vidéos de slalom qui étaient non, mais il n'y avait pas de vidéos à cette époque-là, à la fin des années 90. Les seules vidéos qu'il y avait, c'était soit du street, avec des sites comme catchup.com, soit sinon, il y avait CSK qui commençait à faire des trucs sur la pédale de slalom, mais c'est tout, en fait, il n'y avait rien, je pense. Et du coup, pareil sur la Chine. Donc les gens ont vraiment appris aussi avec ça. Et ils se sont entraînés, ils ont appris leur propre figure. Et c'est vrai qu'ils sont, à un moment donné, il y en a qui sont arrivés, il y a des nouvelles figures qui ont commencé à émerger. Et c'est vrai que moi, à l'époque, c'était vraiment intéressant, l'échange et tout ça, quoi. Et du coup, la Corée, ça a été un peu... donc à un moment donné, on savait que donc, du coup, il y avait en Corée, ça marchait bien, mais on ne s'imaginait pas que c'était à ce point-là. Donc on nous a à un moment donné invités à participer, à aller là-bas pour voir. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés à... Donc il y avait, je crois que c'était avec... parce qu'on avait fait 2 voyages. Il y avait 2 voyages qui avaient été organisés par 2 sociétés un peu concurrentes. Un peu à un moment donné, là-bas, ils se tiraient la bourre, en fait, pour nous inviter. Et donc on avait fait 2 voyages, l'un après l'autre. On était allé une fois, on était revenu, on est reparti pour ce que les 2 nous avaient invités, quoi. Donc il y avait eu Hakim, il y avait eu Séverine, il y avait eu moi à l'époque j'avais commencé à être sponsorisé donc vers la fin des années 90. C'est ça. Tu as été sponsorisé à quel moment? Ça a commencé? Donc ça a commencé fin des années 90. Donc pareil, le street, etc. Les compètes Lausanne, ça avait commencé à être. Donc moi je suis arrivé avec mes patins platine alu courte. Tout de suite j'ai gagné. Du coup, il y a eu, en France, il y a des distributeurs qui ont commencé parce que j'étais sur les spots tout le temps, et des gens qui se baladaient, où il y avait surtout des riders qui étaient payés ou pas, je ne sais plus, à l'époque, en tout cas par des distributeurs, et qui nous voyaient, c'était la course vraiment à qui tout le monde pouvait être sponsorisé quasiment à l'époque. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, il y avait toutes les marques essayaient vraiment de se placer à l'époque. À l'époque, on donnait un t-shirt, on dit t'es sponsor. Voilà, c'était ça, voilà. Tu vois, c'était pas dur, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Et toi, tu frimais avec ton t-shirt et tu disais, moi, je suis sponsorisé. Voilà. D'ailleurs, Walid était sponsorisé. Moi, je n'y pensais même pas. C'est qu'à un moment donné, il y a des marques qui nous approchent et qui disent, tiens, est-ce que tu voudrais passer dans l'équipe et tout. Donc, moi, par exemple, il y a notamment Technica qui a commencé à me proposer, mais quand j'ai testé les patins, c'est impossible. C'est pas impossible que je roule avec ça. J'ai passé d'une platine courte. Donc la platine, elle devait faire
pour du 72, aujourd'hui on est en 219, mais avant, pour du 72, on devait être à 230 ou 240. Il faudrait que les mesures d'ailleurs doivent être là. Et du coup, de ça, je devais passer à une platine quasiment de 280, avec des roues espacées de 5 mm chacune, avec une hauteur... alors que j'étais passé à un pas de... donc je disais non, c'est impossible, je ne veux pas être sponsorisé par vous, sauf si vous avez un patin qui peut correspondre à ce que j'ai besoin. Donc je leur ai montré le patin que j'avais, et donc... Et à ce moment-là, ils m'ont dit « Ah ouais, mais c'est eux qui ont plus insisté. » Et tout ça, ils m'ont dit « Oui, mais t'inquiète pas, on va faire un patin qui ressemble à ça, avec une platine en aluminium. » À l'époque, je ne sais pas si vous savez, c'était les CT7. CT7, ouais. Avec, CT7, ouais. avec très haut, et avec surtout un choc absorbeur entre la platine et la coque. Donc pour du slalom, c'était impraticable, c'est impossible, quoi. Donc moi, j'avais essayé, je partais d'un côté, la platine, elle partait de l'autre, quoi. Et du coup, j'ai refusé catégoriquement de rouler avec ça. Et ils disaient pourquoi et je leur ai montré, voilà, je roulais avec ça, et aujourd'hui, regardez, etc. Donc ils m'ont dit ah mais t'inquiète pas, on va faire un patin, etc., etc. Et du coup, donc ils m'ont dit oui, on va le faire. Ok, donc j'ai dit bon bah d'accord, à condition que, mais en attendant, je roule avec mes patins. Tant que j'ai pas de patins, moi je continue à rouler avec les patins que j'ai. Donc ils m'avaient sponsorisé, je roulais avec des patins d'une autre marque. Et du coup, au début, j'avais mis des autocollants Technica sur mes patins, Rochess à l'époque. Et donc du coup Et donc c'est le Twister qu'ils ont et du coup voilà, c'est ça. Tout de suite le Twister. Exactement. Donc du coup moi j'ai eu accès à la première platine, vraiment c'était le prototype. Donc tout de suite ils m'ont donné le prototype qui était d'ailleurs cassé parce que l'axe il tournait il avait cassé un filetage. Donc j'ai eu la platine où je devais la scotcher à l'époque pour que ça marche. Il y avait une recassée, je l'ai encore là d'ailleurs, le premier. Et du coup, ils m'ont passé cette platine. Tiens, teste ça, etc. Parce elle avait été sûrement calée un peu sur par rapport à ce qui existait. Enfin, ce qui existait et qui correspondait aux besoins. Donc, du coup, moi, j'ai mis cette platine tout de suite sur la boot. C'était 7 et puis c'était parti. Ça marchait très bien parce que la coque était très rigide. La platine, du coup, très courte. Et puis, c'était du 250 à l'époque, quelque chose comme ça. Donc on était passé sur du 80 mm à du 250. Donc les roues, moi à la base, je suis passé du 72 mm du coup. Je faisais du 47 à l'époque, donc je suis passé facilement à du 80 mm. J'ai gagné en vitesse, j'ai gagné en tout. Et du coup, ça m'a permis de commencer à rouler avec. Et peu après, du coup, là, et donc il y a la coque Twister. À l'époque, il n'y avait pas de spoiler, c'était juste un chausson mis dans une coque. C'était un peu une innovation qu'ils avaient. Très léger. Et du coup, quand j'ai eu ces patins, c'est vrai que et je participais aussi un petit peu à faire des retours produits, etc. Et donc c'est là, et voilà, et j'avais aussi d'autres marques qui m'avaient proposé, mais je leur ai dit, désolé, non, je vais partir là sur eux, parce qu'aussi ils m'avaient proposé des voyages aussi. Donc à l'époque, comme je commençais à voyager beaucoup, même avec les trains, il fallait quand même payer les hôtels et tout ça, il m'a dit ouais, mais on peut te payer les voyages, alors que les autres c'était ils te payaient une paire de patins. Eux ils me disaient ouais, mais on peut te payer les voyages pour aller sur les compétitions et tout ça. Donc je dis d'accord, à condition d'avoir mes patins. Et c'est comme ça que le côté sponsoring a débuté, quoi. Ils ont commencé à t'impliquer dans la conception des patins à cette époque-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive plus tard? En fait, c'est là que donc Technica, au bout d'un moment, donc moi je roulais avec les patins, on leur faisait juste des retours. On gagnait les compétitions. On n'avait vraiment quasiment aucun rapport, on va dire, avec la conception et tout ça, parce qu'ils étaient en Italie. Donc nous on était en France, ils étaient en Italie. Moi j'avais un intermédiaire qui était la distribution française. Et limite, les Italiens ne me connaissaient pas au début. Donc après, bien sûr, vu les résultats, comme j'allais en Italie et que je gagnais et qu'ils étaient là, j'ai commencé à les connaître et à communiquer un petit peu. Mais en gros, ils n'ont jamais vraiment... c'est arrivé le moment où il a commencé à avoir un déclin, parce que le déclin, il est arrivé assez vite, début des années 2000, 2005, donc le temps d'être sponsorisé, d'avoir les patins, de rouler avec, de tester les matériels, etc. Même on est petit, donc quand on est petit, on prend de l'expérience. C'est là que je me suis mis à la descente, donc j'ai fait de la descente. Après le skate cross, il y a eu tout ça qui a commencé à apparaître. Et donc moi, dès qu'il y avait un nouveau truc, j'essayais. Et donc à chaque fois, il fallait tester du matériel différent. Mais à chaque fois qu'on donnait des idées,
des idées, donc tiens, ça va pas, faut changer ça, faut améliorer ça, c'était jamais entendu, c'était jamais écouté. Et c'était toujours, mais peut-être que les twisters, en fait, on va les arrêter l'année prochaine parce que les ventes sont pas assez élevées. Et vraiment, parce qu'à l'époque, c'était K2 et tout ça, donc vraiment le patin mou, ça s'appelait Soft Boot, ils ont sorti ça, c'était vraiment le patin mou qui avait la cote et qui se vendait le plus, parce que les gens, ils essayaient, c'était comme des chaussons, des pantoufles charentaises, ils achetaient, quoi. Et donc, du coup, ils achetaient moins les coques rigides. Et nous, on avait vraiment besoin, pour nos pratiques, de coques rigides. Mm-hmm. Et donc, il y avait certaines marques qui le faisaient, mais ils vendaient beaucoup plus. Donc, à un moment donné, il y avait vraiment cet engouement sur le patin très souple. Ouais, qui correspondait à la pratique de masse. Et c'est ça. Et du coup, on disait... Voilà, c'est ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à entendre parler de niche. À l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et ouais, mais c'est une niche, du coup, on va peut-être arrêter le patin. Donc je suis plié, non, il faut pas l'arrêter, bon, d'accord, mais bon, je pense pas avoir influencé trop le fait qu'ils arrêtent pas, peut-être un petit peu, mais à mon niveau, mais on était vraiment pas trop considérés à l'époque, on était vraiment juste des athlètes qui étaient là pour représenter la marque, mais on n'a aucun cadre. Et puis même, je me souviens, j'ai encore retrouvé le mail, il n'y a pas le mail, mais la lettre, que j'avais écrit une lettre manuscrite, où je demandais aux Italiens, donc je disais à la boîte Technica, donc au team manager et puis même aux concepteurs, ceux qui faisaient vraiment la conception, qu'il faudrait changer ci, il faudrait changer ça, ça va pas. Donc c'est à l'époque qu'on a commencé à mettre, nous on mettait des plaques. On avait commencé à mettre des plaques alu, parce que le premier problème qu'on avait, c'était que les patins, ils étaient vraiment très mous en dessous. Ouais. Enfin, ils n'étaient pas très mous au départ, ils étaient rigides, mais au bout d'un moment, nos pratiques, elles étaient tellement exigeantes pour le dessous de la coque, que du coup, on allait chez Dural, c'était du Dural, on allait chez Weber Métaux. D'ailleurs, c'était venu... ça venait du quad. Ça venait du quad. Ouais. Et du coup, à un moment donné, pour le inline, j'ai passé le pas, j'ai dit, on va aller chez Weber Métaux, et on a commencé à mettre des plaques donc, sur mesure qui faisaient... Donc on coupait comme ça, il fallait faire un trou pour passer la vis, et on mettait nos platines sur les plaques. Et ça a vraiment changé les choses aussi. Sur les FSK aussi, je me souviens. Oui, c'est ça, parce que tous les patins étaient mous en dessous. Et donc nous, à partir de ça, même sur les quads, moi j'ai vu ça, que les gars faisaient ça, donc j'ai eu pareil l'influence de le faire. Et donc à partir de là, moi j'utilisais aussi plusieurs paires de patins pour plusieurs disciplines, parce que je m'étais mis au freestyle, donc comme j'avais inventé mes figures, du coup, à chaque fois, j'allais sur les compétitions avec des nouvelles figures, du coup, je gagnais parce que je faisais des choses vraiment originales, et puis c'était toujours bien vu par les juges, etc. Donc, du coup, je me retrouvais, j'ai gagné beaucoup de compétitions grâce à ça, et du coup, j'avais besoin et de la descente, et donc je faisais la descente, donc je commençais à faire, donc à chaque fois sur les compétitions, je faisais le slalom, donc le speed, le freestyle, la descente. Et quand il y avait du saut, je faisais du saut. Quand il y avait, je faisais essayer de faire quasiment tout ce que je pouvais, quoi. T'étais jamais chez toi. Le skate cross, etc. Donc, t'étais tout le temps en déplacement. Jamais c'est chez ça. Toi, en fait. Donc oui, à un moment donné, début des années 2000, j'étais toujours en déplacement, c'est vrai. Et donc du coup, c'est ça aussi qui a fait que j'étais partout, en fait. Donc je me suis retrouvé, quand c'était à Lausanne, j'allais comme tous les ans, à un moment donné, quand c'était la rampe, j'étais en haut de la rampe avec les gars qui faisaient la rampe. Comme je m'entraînais aussi à l'époque à Boutroux, pas Boutroux, mais c'était à Roller Park Avenue, voilà ça, il y avait Roller Park Avenue, et il y avait à Ballard. Ouais. Donc je m'étais aussi inscrit à la rampe, je faisais de la rampe assez souvent, donc j'aimais bien ça. Le street, pas trop, et la rampe, j'aimais vraiment la rampe, donc j'ai jamais arrêté vraiment d'en faire un petit peu. J'ai jamais eu un haut niveau, mais j'arrivais au moins à descendre, à monter, et puis à Lausanne aussi, parce qu'à Lausanne, la Fièvre, c'était vraiment un skatepark qui roulait très très bien, etc. Et c'est vrai qu'en Suisse, il y avait les rampes verticales, les fameuses rampes verticales, ça roulait tellement mieux que ce qu'il y avait ailleurs, que ça m'a donné vraiment aussi le plaisir de tester tout ça, quoi. Et à cette époque-là, donc là, t'es encore chez Technica. Ouais. On parle pas encore de Seba. Non. Et à cette époque-là, arrive aussi, ce qui pour nous, vu de notre côté, fresquette et tout, était vachement important, arrive Salomon.
Voilà, donc oui, donc il y a eu l'époque Technica, il y avait Technica Salomon Rossignol, donc qui se tirait la bourre déjà depuis un certain temps. Technica, donc c'est les premiers à avoir fait vraiment le twister qui est un patin slalom, un des premiers. Ça c'était pas du free skate à l'époque, c'était vraiment ça n'existait pas, tout simplement, c'était soit du fitness, donc on appelait ça soit du fitness ou soit du street où il y avait du hockey. Mais il n'y avait pas, même le patin urbain, ça n'existait pas. Moi, en gros, le twister, c'était un peu un extraterrestre. Il y a eu le soul slide aussi, qui est sorti à un moment donné, quand ils ont commencé à voir qu'il y avait le patin urbain, entre guillemets, qui ne s'appelait pas encore comme ça, a commencé à venir. Trop cher. C'était très cher, voilà, très cher. C'était trop cher. Ouais. Donc ça n'a pas marché, mais ça a ouvert un peu la voie. Et puis après, il y avait ceux qui roulaient avec les patins de hockey. Voilà, c'est ça. Notre-Dame et tout, enfin, Palais. Donc il y avait les patins de hockey, etc. Et c'est vrai que du coup, donc Salomon, c'est toutes ces marques de ski qui se sont lancées dans le roller à fond. Donc Salomon, qui avait quand même un pôle recherche et développement assez actif. Je me souviens qu'il y avait des copains qui nous disaient on a été invités chez Salomon, ils nous ont dit on a fait une réunion, ils nous ont tous tiré les verres du nez, entre guillemets, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire comme patin, comment il fallait faire quelque chose, etc. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de gens de l'équipe, et on se disait, mais en fait, ils leur donnent rien, mais c'était un peu bizarre, parce que nous, chez Technica, c'était pas ça, en fait. C'est qu'en gros, ils nous donnaient juste des patins, et puis on roulait, et puis quand on disait des trucs, mais on n'avait jamais de meeting avec les designers ou quoi que ce soit. Alors que là, ils avaient vraiment invité des riders pour leur dire ce qu'il fallait faire. Salomon a toujours eu cette culture-là, ils l'ont fait dans le ski avant. C'est-à-dire qu'ils impliquaient tous les athlètes de haut niveau qu'ils avaient dans leurs équipes dans la conception. Et au niveau de la course, chez Salomon, entre 1997 et 2003, les athlètes de chaque équipe pro étaient sollicités pour faire des tests produits. Et Luc nous en parlait notamment pour les patins free skate. Wilfried. Wilfried, pardon. Ouais. Il nous disait qu'en fait, tu avais le même produit qui était décliné avec plein de variations différentes sur la platine ou les roulements ou autre chose. Et il fallait tester chacune séparément pour dire ce qui était bien ou pas. Donc c'est vrai que c'était une des rares marques à l'époque à faire ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait sur le street, ils commençaient à vouloir vraiment à vouloir être vraiment sur tous les segments. Donc à la base, nous on les avait connus en descente, ils faisaient vraiment que des patins un peu fitness. Et petit à petit, il y avait quand même Technica qui était sur du patin rigide, ou sur la descente Rossignol qui était sur de la coque rigide, vraiment où on était hyper haut, c'était vraiment type ski, et c'était vraiment très proche du ski. Et du coup, c'est ces marques-là, moi j'étais vraiment plus sur du rigide aussi, quoi. Et quand on me passait un patin mou, c'était impossible, quoi, à rouler avec. Et même à l'époque, quand la fameuse soirée, quand le lancement de produit, tout le monde avait été invité. Même nous, quand on était chez d'autres marques, on avait été accueillis. Ils étaient sympas avec nous aussi, les gens de Salomon. Ils nous avaient fait tester les patins et tout ça. Mais moi, j'avais vu tout de suite la différence de rigidité entre les deux. C'est que Salomon, ils étaient restés sur vraiment un concept un peu entre le fitness et le street. C'est-à-dire qu'on on pouvait faire du street avec, c'était en UFS. C'était je sais plus, les FSK. Le premier, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, c'était FSK. Les Crossmax et les D-Max. Je crois que ça avait sorti les deux gammes dès le départ. Et du coup, moi j'avais testé ça, mais je n'avais pas du tout après aimé parce que c'était trop souple. Je n'aimais pas non plus. Pas très et donc, du coup, ce qui s'est ensuite, il y a eu le crash un peu. Eux, ils ont commencé, donc quelques années sont passées. Il y a eu un peu d'un coup le crash du roller. Et donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés à devoir choisir où Technica, du coup, a racheté Rollerblade. Parce que Rollerblade, ils s'étaient complètement cassé la figure. Donc, à l'époque, même Rossignol, ils ont dû arrêter. Ouais. Salomon, ils se sont retrouvés... donc pareil, ils ont dû arrêter. Donc ils n'ont plus du tout investi. Donc Technica a racheté Rollerblade et ils ont dit, ou je ne sais plus quel groupe, c'était Hammer Sport, je ne sais plus lequel à l'époque, etc. Donc ils avaient racheté la marque Rollerblade et du coup, nous à l'époque, Rollerblade, c'était pas très... donc moi j'avais utilisé des Rollerblades au début, mais ils n'étaient pas très... et du coup, ils étaient vraiment au fond du trou. Ils n'avaient pas de produits innovants. Et du coup, ils ont décidé de mixer donc, Rollerblade et Technica. Donc c'était déjà Nordica à l'époque, le gros, je ne sais plus exactement, mais du coup... moi, ils m'ont proposé à l'époque donc c'était vraiment là le moment charnière, c'est à ce moment-là, c'est vraiment le crash du roller.
Technica qui rachète Rollerblade, ils nous annoncent du coup on va rester Rollerblade, on va garder la marque Rollerblade, on arrête Technica, mais pour raison de notoriété et de marque, c'est vrai que Rollerblade c'était les gens disaient rollerblading, etc. Donc c'est comme Frigidaire, on va dire. Exactement. Et donc résultat, c'était un bon mouvement commercial, on va dire, de marketing, c'est normal de garder la marque la plus connue. Et donc du coup ils ne voulaient pas se développer sur deux marques, ils ont gardé vraiment la marque la plus connue pour pouvoir continuer. Et c'était à cette époque-là qu'ils m'ont proposé, moi, c'était au même moment où j'envoyais des messages pour dire allez-y, il faut changer les patins, etc., où j'avais pas de réponse. Et où ils vont commencer à me demander du coup de passer entre guillemets pro, c'est-à-dire qu'ils allaient me donner un salaire chaque mois pour pouvoir continuer à être un rider. Mais pour combien de temps ? Ça, je sais pas. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais plusieurs propositions parce que du coup il y a mon associé d'aujourd'hui, Grégoire, qui travaillait chez Nike aussi. Donc Nike, pareil, ils ont dû arrêter. Mais à c'est peut-être quelques années après, mais à l'époque c'était vraiment le début du crash, quoi. Et donc du coup on me proposait Nike, on me proposait du coup Rollerblade, on me proposait d'autres, il y avait d'autres marques qui pouvaient me proposer aussi donc j'avais le choix, mais en voyant qu'il n'y avait pas on me proposait des choses, mais c'était difficile d'avoir un patin vraiment qui me correspondait. Moi, le plus important toujours, ça a toujours été le patin avant le reste. C'est-à-dire que si j'avais pas de bon patin, c'était hors de question que j'utilise un produit qui me plaisait pas, quoi. Et donc j'ai eu cette chance aussi d'avoir plusieurs propositions. Et aussi, à un moment donné, c'est en même temps qu'il y a eu les voyages un peu en Asie, etc. Et de fil en aiguille, le fait d'aller là-bas, c'est vrai qu'encore les premiers voyages en Corée, je m'en souviens, parce qu'il y avait, comme on avait aussi toutes les vidéos, ils me connaissaient par les vidéos, ils avaient appris aussi grâce à mes vidéos. Du coup, il y avait, on devait signer, j'avais dû signer genre 3 heures d'affilée d'autographes, quoi. C'était incroyable. On était là, il y a tout le monde qui venait, il y avait des queues, il y avait des centaines de personnes qui attendaient pour faire signer des autographes. On était là, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable, quoi. Et du coup, c'est là aussi que c'est les gens qui nous invitaient. Et après, ils nous commençaient à nous proposer on a des marques de patins, est-ce que vous voulez être sponsorisé, etc. Et les patins, c'était vraiment des copies. À l'époque, il y avait des copies, donc des copies des Twister, des copies de tout. Et donc, nous, c'était hors de question de rouler avec des patins. Déjà, on les essayait, c'était vraiment tout mou, c'était vraiment des mauvaises copies. Et à un moment donné, à une certaine entreprise, moi, je leur dis, moi, je veux bien... ça m'intéressait pas trop de repasser chez Rollerblade. Moi, mon but, c'était vraiment d'avoir des bons patins. Donc, je leur disais, je veux bien commencer si on recommence de zéro. Si on recommence vraiment un patin, on fait un patin, ça on veut pas, on doit refaire un patin de zéro pour que je puisse peut-être éventuellement vous représenter, quoi. Et donc c'est là que commence l'histoire Seba, en fait. Voilà, c'était la première partie de cette interview consacrée à la carrière de Sébastien Lafargue. Rendez-vous prochainement pour la création, le développement de la marque Univers Skate, puis Seba et enfin FR Skate. Merci et à la prochaine fois.